Chapitre 1, Fondement du verre. Le jour où Victor Reeves a proposé à Mélanie Porter a été le couronnement de sa vie. Pas les millions qu'il avait gagnés en transformant une entreprise de construction en faillite en le premier promoteur immobilier de Boston, pas le vaste manoir au bord du lac de Sudbury qui ornait les magazines d'architecture. Ce n'étaient que des étapes pour la gagner, la brillante conservatrice d'art dont le sourire illuminait tous les galas de charité en Nouvelle-Angleterre. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, Victor se tenait à la fenêtre de son bureau et regardait la ville recouverte de neige. À 45 ans, ses cheveux noirs arborant des reflets argentés distingués au niveau des tempes, il restait aussi redoutable que lorsqu'il s'était frayé un chemin à partir de rien. Fils d'un concierge, Victor avait appris très tôt que le monde appartenait à ceux qui s'en emparaient sans remords. Monsieur Reeves, la voix de son assistant crépitait dans l'interphone. Votre 14h est là. Faites-le entrer. Denise Mitchell Bennett entra avec le pas prudent de quelqu'un qui annonce une mauvaise nouvelle. Victor avait engagé le détective privé il y a 3 mois, non pas par suspicion mais par opportunité. Un rival commercial, Lawrence Kesley, avait pris des mesures agressives contre l'entreprise de Victor. Victor voulait simplement des munitions. Vous m'avez demandé de surveiller les activités de Kesley. Mitchell commença, mais j'ai trouvé autre chose. Victor haussa un sourcil. Allez, c'est à propos de Madame Reeves. L'air dans la pièce semblait se raréfier. Le visage de Victor restait impassible mais ses doigts se resserrèrent imperceptiblement sur son bureau. Elle rencontre régulièrement quelqu'un, un homme nommé Alexander Dinlevy, l'artiste. Victor a demandé, sa voix ne trahissant rien. Oui, monsieur, ils ont été intimes. Victor hocha la tête une fois. Montre-moi. Mitchell a remis une enveloppe. Les photographies à l'intérieur racontaient une histoire sans équivoque, Mélanie et Alexander à différentes étapes de l'étreinte, les reçus de l'hôtel, les SMS, une chronologie remontant à près de 7 mois. Continuez votre surveillance. Dit calmement Victor. Je veux tout. Où ils se rencontrent, ce dont ils discutent, leurs projets, monsieur, il y a bien plus encore. Mitchell hésita. Ils ont discuté de partir ensemble et il est question d'emporter certains biens avec lui. L'expression de Victor ne changea pas, mais quelque chose de froid et de terrible s'installa dans ses yeux. Merci, Mitchell. Ce sera tout. Après le départ de l'enquêteur, Victor est resté immobile, regardant les preuves de la trahison de sa femme. Mélanie, qui avait accès à tous leurs comptes. Mélanie qui connaissait chaque détail de ses relations commerciales, ses vulnérabilités, ses secrets. Son téléphone a sonné. Sa fille, Nathalie, une étudiante en dernière année du Wellesley College. Sa personnalité vibrante lui rappelait toujours Mélanie lors de leur première rencontre. Et, mon cœur, papa, on est toujours là pour dîner jeudi. J'ai besoin de conseils mode pour cette interview. Toujours, répondit-il d'une voix chaleureuse, malgré le froid calcul qui se formait déjà dans son esprit. Raccroché ? Victor ouvrit son coffre-fort et en sortit un journal en cuir, qu'il n'avait pas touché depuis des années. À l'intérieur se trouvaient des plans d'urgence pour tous les désastres possibles, faillite commerciale, scandale politique, voire tentative d'enlèvement. Il n'en avait jamais écrit pour ça. Il était temps de commencer. Il ne survivrait pas simplement à cette trahison. Victor Reeves n'a jamais simplement survécu. Ceux qui l'ont croisé ont appris une vérité immuable, il ne s'est pas battu pour gagner, il s'est battu pour s'assurer que ses ennemis ne s'en remettront jamais. Victor regarda le calendrier, 3 semaines jusqu'au dîner d'anniversaire, la grande célébration que Mélanie prévoyait depuis des mois. Quand Victor est arrivé à la maison. Offrant sa joue pour un baiser. Victor, obligé, a pensé que je pourrais aider avec le dîner. Nathalie arrive et amène ce nouveau petit ami. Mélanie sourit. Je l'ai déjà prévenu que je l'interrogerais minutieusement. Victor la surveillait attentivement. La facilité de son mensonge était remarquable. Comment elle pouvait discuter du dîner de famille tout en envisageant de les abandonner dans sa poche? Il toucha du doigt le petit appareil d'enregistrement qu'il avait placé dans sa voiture. Ce matin-là, leur plus jeune enfant, Connor, dévala les escaliers en trombe équipement et orteils de baseball. À 16 ans, il était déjà plus grand que Victor, avec des membres dégingandés et une faim perpétuelle.
Papa, on peut jouer quelques balles avant le dîner? Laisse-moi d'abord me changer. Répondit Victor en ébouriffant les cheveux de son fils. Alors qu'ils montaient les escaliers jusqu'à leur chambre, Victor révisa mentalement ce qu'il avait appris. Alexander Dunleavy était apparu dans leur vie il y a 3 ans lorsque Mélanie organisait une exposition présentant son travail. L'ascension de l'artiste a été fulgurante depuis lors, Fueled Victor étant désormais compris grâce aux relations de Mélanie et peut-être au soutien financier involontaire de Victor. Dans leur chambre, Victor a accédé au panneau caché derrière leur placard où il conservait ses documents les plus sensibles. Parmi eux se trouvait un dossier rouge intitulé « Contingence ». Il a ajouté de nouvelles notes sur l'emploi du temps de Mélanie, ses mots de passe, ses achats récents. Son téléphone sonnait avec un SMS de la Mitchell des Planning Gallery qui ouvrirait ses portes à New York le mois prochain. Billets achetés pour 2. Victor sourit sinistrement. Ils avaient donc une date de départ. Au dîner, Nathalie a charmé tout le monde avec des histoires de l'université, tandis que son petit ami Blake répondait aux questions approfondies de Victor sur son stage en finance. Victor a parfaitement joué le rôle du père fiancé, tout en enregistrant chaque interaction avec Mélanie pour une analyse ultérieure. À propos, il l'a mentionné avec désinvolture au dessert. Je dois mettre à jour nos testaments. Cette rencontre avec le client de Pearson la semaine dernière, celui qui est mort en testament, m'a fait réfléchir. Mélanie leva les yeux. Oh, bien sûr, ce que vous pensez être le mieux, je l'organiserai pour la semaine prochaine. Victor a répondu, notant qu'elle n'avait posé aucune question. L'ancienne Mélanie aurait eu des suggestions d'inquiétude. Plus tard dans la nuit, alors que Mélanie dormait à côté de lui, Victor s'est enfui jusqu'à son bureau à domicile et s'est connecté aux caméras qu'il avait installées dans toute la maison. Il a visionné des images de Mélanie sur son ordinateur portable plus tôt dans la journée en utilisant un logiciel de grossissement pour saisir son mot de passe pendant qu'elle tapait. Vers 3 heures du matin, il avait accès à son compte de messagerie privée. Les faits avec vous. Cela ne finira jamais, n'est-ce pas? Demanda-t-elle doucement. Vous devez détruire tout ce qui vous défie. Cela pourrait se terminer, suggéra Victor, par un accord révisé, qui vous permet d'accéder aux enfants tout en assurant certaines protections pour moi. Le silence s'est étendu entre eux. Quel genre de protection? Elle a finalement demandé, un accord de non-divulgation complet, la remise de tous les documents liés à mes pratiques commerciales, la rupture permanente d'une relation. Avec Alexander Dunleavy, une autre longue pause, en échange, 30% de nos biens matrimoniaux. Comme Pamela l'a demandé, des visites sans restriction avec les enfants. Pourquoi maintenant, demanda Mélanie, après tout ce que vous avez fait pour m'isoler, Victor réfléchit soigneusement à sa réponse, parce que les enfants savent assez de vérité maintenant que la tromperie continue ne sert à rien et parce que je préfère la résolution au conflit perpétuel, ce n'était pas la réponse complète. La vérité entière était plus complexe. Victor avait reconnu que maintenir un contrôle total sur Mélanie était devenu plus coûteux que de lui permettre une liberté limitée. Comme tout homme d'affaires avisé, il s'est adapté aux conditions changeantes. J'y réfléchirai, dit Mélanie. Finalement, après avoir raccroché, Victor s'est concentré sur la suppression de toute trace de la preuve Donovan. Les images originales ont été sécurisées. Les témoins ont été discrédités. Grâce à la falsification de Pamela, la menace a été contenue. Pourtant, quelque chose d'inhabituel persistait dans les pensées de Victor, pas de regret. Il ne s'est jamais permis ce luxe, peut-être en reconnaissant que la victoire semblait creuse comparée aux dégâts infligés à sa famille. Son téléphone sonna à nouveau. Nathalie, j'ai entendu parler de tante Pamela, dit-elle, Connor étant bouleversé. Elle a fait de mauvais choix, a répondu Victor, comme ta mère, comme toi, a répliqué Nathalie. Je ne suis pas aveugle, papa. Je vois ce que tu leur as fait à tous. Le défi dans sa voix était nouveau, sa fille développant ses dents. Ce que j'ai fait, dit prudemment Victor, c'est protéger ce qui compte. À quel prix, a-t-elle demandé. Maman est partie, tante Pamela a été arrêtée, la carrière d'Alexandre est détruite. Est-ce que ça vaut le coup? Victor considéra la question de sa fille avec une introspection inhabituelle. Ils ont choisi leur chemin et vous avez choisi le vôtre, dit doucement Nathalie.
J'espère juste que vous ne vous attendez pas à ce que nous le choisissions aussi. Il en avait un, comme il l'avait toujours fait. Pourtant, la perception que ses enfants avaient de lui avait fondamentalement changé. Ils avaient entrevu l'homme derrière le père, la cruauté qu'il leur avait toujours cachée. Cette fois-là, l'éventualité n'était pas liée à un désastre commercial ou à des problèmes juridiques, la possibilité de perdre complètement la loyauté de ses enfants. Après l'arrestation de Pamela, Victor était assis seul dans son bureau, examinant les documents finaux du divorce. Le règlement avait été négocié exactement comme il l'avait expliqué à Mélanie, 30% des actifs en échange d'une non-divulgation complète. À l'extérieur, Summer avait transformé la propriété de Sudbury. Par la fenêtre, Victor pouvait voir Connor s'entraîner au bâton dans la cour, ses mouvements étaient précis et contrôlés. Le garçon avait changé depuis qu'il avait appris la vérité, plus dur, plus réservé, moins enclin à accepter les explications de Victor au pied de la lettre. Nathalie avait changé aussi. Aujourd'hui, au cours de sa 2e année à Wellesley, elle lui rendait visite moins fréquemment. Ses conversations avec Victor devenaient de plus en plus prudentes, comme si elle cartographiait un terrain dangereux. Elle resta en contact avec Mélanie malgré le subtil découragement de Victor, emmenant parfois Connor pour des visites autorisées. Victor a signé la dernière page de l'accord de divorce, soulignant l'élégance de ses termes. Mélanie bénéficierait de la liberté financière sans accès aux informations de l'entreprise. Les enfants entretiendraient des relations avec leurs 2 parents sans être obligés de choisir leur camp. Le récit public resterait contrôlé, une séparation à l'amiable plutôt qu'une amère trahison. Tous ces objectifs remplis, un résultat stratégique parfait. Pourtant, Victor n'éprouva aucune satisfaction en glissant les documents dans leur enveloppe. La victoire avait eu un coup inattendu, non pas financier ou juridique, mais quelque chose de plus fondamental, quelque chose qu'il n'avait pas correctement évalué dans ses calculs. Son téléphone sonna avec un SMS de Mitchell. Madame Reeves a reçu l'offre de la Burlington Gallery comme convenu. Un autre élément de la résolution de Victor, s'assurer que Mélanie reçoive un poste de conservateur prestigieux par l'intermédiaire d'intermédiaires qu'elle ne reconnaîtrait pas comme son placement non caritatif mais stratégique. Victor préférait garder toutes les parties concernées dans sa sphère d'influence, même après une séparation formelle. Il était en train de revoir les projections trimestrielles lorsque Nathalie arriva à l'improviste, entrant avec sa clé. « Papa, tu es là. » Il appela dans le bureau en fermant son ordinateur portable. Elle entra avec une petite boîte, l'expression réservée. À 20 ans, elle avait complètement quitté son adolescence, ses traits ressemblant de façon frappante à ceux de Mélanie, même si son regard calculateur était indéniablement celui de Victor. « J'ai trouvé quelque chose dans le nouveau logement de maman, dit-elle sans préambule. Quelque chose que tu devrais voir. Victor haussa une source. Oh. Nathalie ouvrit la boîte et en sortit un journal en cuir familier. C'était dans son unité de stockage. C'est à vous, n'est-ce pas? Victor se figea, reconnaissant son journal d'urgence, celui contenant des plans détaillés pour diverses catastrophes, y compris le sabotage d'entreprises, le contrôle des dégâts politiques, oui, les protocoles pour gérer la mort accidentelle de Frank Donovan. Où a-t-elle obtenu cela? Demanda-t-il prudemment. Elle a dit que c'était dans ton placard. Elle l'a pris avant de partir, pensant qu'il pourrait contenir des informations financières. Les yeux de Nathalie fixaient les siens. Je l'ai lu. Papa, Victor a gardé son sang-froid grâce à des décennies de pratique et de contrôle. Et Donovan, dit-elle simplement, l'entrepreneur qui a disparu. Vous en avez parlé en détail. Un plan d'urgence, a répliqué Victor en douceur. Je les ai développés pour tous les scénarios possibles, y compris les fausses accusations. Le plan a été créé avant sa disparition, a souligné Nathalie, et il décrit exactement ce qui s'est passé par la suite. Victor évalua rapidement ses options. Le déni insulterait l'intelligence de Nathalie. Des aveux complets seraient juridiquement dangereux. Une vérité partielle pourrait préserver ce qui restait de leur relation. La mort de Donovan était un accident, dit-il finalement. Ma réponse était professionnellement calculée plutôt que moralement saine. Vous avez caché la mort d'un homme, déclara catégoriquement Nathalie, laissant sa famille dans le doute pendant des années. Oui, Victor a reconnu ne voir aucun avantage à poursuivre la tromperie.
J'ai pris une décision basée sur la protection de ce que j'avais construit pour moi et éventuellement pour toi et Connor. Nathalie posa le journal sur son bureau. Maman ne sait pas ce qu'il y a dedans. Elle ne l'a jamais lu, mais moi l'ai fait. L'importance s'est installée entre eux. Nathalie avait découvert des preuves accablantes contre son père mais avait choisi de ne pas les partager avec Mélanie, qui aurait pu les utiliser dans leur négociation de divorce. Pourquoi me l'apporter ? Demanda Victor. Parce que j'ai besoin de comprendre, répondit-elle d'une voix tendue, avec une émotion contrôlée, pas seulement ce que tu as fait, mais qui tu es, l'homme qui m'a élevé pour croire en l'honnêteté. Tout en construisant sa vie sur des tromperies calculées, Victor s'appuya en arrière sur sa chaise et étudiait sa fille. Le moment exigeait une précision absolue, pas une manipulation, mais une véritable connexion, ce à quoi il avait rarement accordé la priorité. Je suis exactement celle que j'ai toujours été, Nathalie, quelqu'un qui identifie des objectifs et les atteint par tous les moyens nécessaires. Il convient de faire une pause. La différence, c'est que vous voyez désormais des méthodes qui vous étaient auparavant cachées, méthodes, répéta-t-elle avec incrédulité. C'est ce que tu appelles détruire maman ? Ou qu'est-il arrivé à Donovan ? Je les appelle des réponses nécessaires aux menaces. Déclara calmement Victor. Ta mère a conspiré avec Alexander et Kesley pour tout prendre, pas seulement l'argent, mais aussi toi et Connor. Donovan a menacé des projets qui employaient des centaines de personnes et soutenaient votre avenir. La fin justifie donc tous les moyens. Défia Nathalie. Pas n'importe quel moyen. Victor corrigeait, calculait, une fois réponse proportionnelle. Nathalie rit amèrement. Il n'y a rien de proportionnel dans ce que tu as fait à maman. Vous avez systématiquement démonté sa vie pièce par pièce, et elle a systématiquement prévu de démonter la mienne. Victor a répliqué. La différence, c'est que j'étais meilleur dans ce domaine. Ils se regardèrent dans un silence tendu, le fossé entre eux étant plus grand que la distance physique à travers son bureau. Connor mérite de savoir. Nathalie a finalement dit, tu sais ce que son père protège ? Qu'est-ce qui lui appartient ? La voix de Victor se durcit légèrement. Que la trahison a des conséquences, que les absolus moraux que vous nous avez enseignés sont flexibles lorsqu'ils s'appliquent à vous-même, a-t-elle précisé. Victor considérait cette critique avec une objectivité surprenante. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que sa plus grande tromperie avait été de se présenter comme quelque chose d'autre que ce qu'il était, un homme qui privilégiait les résultats au-dessus des principes lorsque cela était nécessaire. Que veux-tu de moi, Nathalie ? Il a demandé directement accusé de réception. Elle a répondu que ce que vous avez fait allait au-delà de la protection et s'est transformé en vengeance. Que tu aimais regarder maman souffrir. L'accusation a frappé avec une force inattendue parce qu'elle contenait la vérité. Victor reconnaissait rarement, même en lui-même, qu'il y avait eu une satisfaction dans la chute systématique de Mélanie. Pas seulement une réussite stratégique, mais une gratification émotionnelle. Peut-être, a-t-il finalement concédé. Est-ce que ça change quelque chose ? Ça change la façon dont je te vois, dit doucement Nathalie. Et ça change ce que je dirai à Connor. Victor se tendit. Qu'avez-vous exactement l'intention de lui dire la vérité ? Que tu es brillant et protecteur, et parfois impitoyable. Cette mère a fait des choix terribles mais ne méritait pas tout ce qui s'est passé par la suite ? Elle croisa son regard fixement. Que nous devrions t'aimer sans t'idéaliser. L'évaluation était juste, plus juste que ce à quoi Victor aurait pu s'attendre, compte tenu de ce que Nathalie avait découvert. Il reconnut en elle quelque chose de précieux, la capacité de voir clairement, sans permettre aux émotions de fausser le jugement. Son esprit stratégique, avec peut-être une mesure de compassion qu'il n'avait jamais cultivée dans un journal, demanda-t-il en hochant la tête. Je vais le garder. Nathalie a décidé, l'assurance que vous permettrez à maman de reconstruire sa vie sans interférence, que vous respecterez nos relations avec elle, que quelle que soit la politique de la terre brûlée que vous avez mise en œuvre s'arrête maintenant. Victor sourit légèrement, reconnaissant l'élégante simplicité de son approche, utilisant l'effet de levier pour garantir la conformité. Peut-être que vous me ressemblez plus que vous ne le pensez. La différence, rétorqua Nathalie, c'est que je l'utilise pour protéger tout le monde, pas seulement moi-même. Alors qu'elle partait, emportant avec elle le maudit journal,
Victor restait à son bureau contemplant cette nouvelle réalité. Sa fille avait effectivement négocié une provocation du jour que son ex-femme, sa sœur et ses rivaux commerciaux n'avaient pas réussi à réaliser. La soirée a ramené Connor à la maison après l'entraînement de baseball, en sueur et maîtrisé. Victor le trouva dans la cuisine en train de préparer méthodiquement un shake protéiné. « Bonne pratique », a demandé Victor. Connor hocha la tête sans plus de détails. La conversation facile qu'ils avaient autrefois partagée avait été une autre victime des événements récents. « Votre sœur est venue plus tôt », mentionna Victor avec désinvolture. Connor leva les yeux. « Ouais, qu'est-ce qu'elle voulait ?» Pour établir des limites, Victor répondit honnêtement, et pour assurer l'équilibre, avancer, quoi que cela signifie, marmonna Connor. Victor a étudié son fils, 16 ans, désormais physiquement presque un homme, mais émotionnellement toujours aux prises avec l'effondrement de sa structure familiale. Cela signifie, expliqua soigneusement Victor, que même si le divorce est finalisé, les conséquences ne doivent pas nécessairement être destructrices. Votre mère occupera son poste de galerie, vous et Nathalie entretiendrez des relations avec nous deux et les conflits passés resteront du passé. Expression de Connors, restez sceptique jusqu'à ce que quelqu'un vous croise à nouveau. L'observation était astucieuse. Victor n'avait jamais été du genre à pardonner les transgressions, un trait que les deux enfants avaient désormais reconnu. Mes méthodes protègent ce que je valorise, a déclaré Victor. Elles l'ont toujours fait, y compris nous. Demanda Connor, surprenant Victor par sa franchise. Surtout toi, Victor confirma, tout ce que j'ai fait a été pour assurer ton avenir. Connor réfléchit à ceci, maman dit la même chose à propos du départ, qu'elle avait besoin de se retrouver pour pouvoir être une meilleure mère. Et tu la crois ? Demanda Victor d'un ton neutre. Je crois que vous croyez tous les deux à vos propres histoires. Connor répondit avec une sagesse inattendue. Je ne suis tout simplement pas sûr qu'aucun de vous n'ait pensé à ce dont nous avions besoin. L'évaluation est tombée avec précision. Dans toute sa planification méticuleuse, Victor avait calculé les besoins financiers, les exigences éducatives et le développement social de ses enfants. Il n'avait peut-être pas suffisamment valorisé leur bien-être émotionnel lors de sa campagne contre Mélanie. Des critiques justes, reconnut Victor, ce qui lui valut un regard surpris de la part de son fils. Des ajustements tactiques peuvent être justifiés. En avançant, Connor sourit presque à la formulation de l'entreprise, c'est « Papa parle, je vais essayer de faire mieux, bien ». Traduction précise, confirma Victor, permettant un rare moment d'autodérision. Cette nuit-là seulement, dans une étude, Victor a passé en revue avec un détachement clinique l'évolution des 6 derniers mois, Mélanie avait été contenue sans être détruite. Pamela avait accepté un accord de plaidoyer qui l'avait empêché d'entrer en prison, mais qui avait été complètement discrédité. Alexander avait plaidé coupable pour réduire les accusations et purgerait une peine minimale avant de déménager à l'étranger. Laurence Kessler avait été démis de ses fonctions de PDG par son conseil d'administration, sa réputation définitivement endommagée, toutes les menaces neutralisées, tous les objectifs atteints. Pourtant, le bien le plus précieux de Victor, la confiance de ses enfants, avait été considérablement épuisé. Il ouvrit son journal de contingence, la copie de remplacement qu'il avait créée après que Nathalie ait pris l'original et commença une nouvelle entrée, Restauration des relations filiaux. Le titre semblait étrange, réduire les liens familiaux à des objectifs stratégiques. Mais c'était le cadre que Victor comprenait le mieux. Tandis qu'il écrivait, son téléphone sonna avec un texte de Mélanie, signé les papiers, c'est fait. Victor regarda le message, reconnaissant sa finalité, 15 ans de mariage conclus dans la brièveté numérique. Il a envisagé les réponses possibles, une reconnaissance froide, un rappel subtil de la victoire, une cordialité professionnelle. Aucun ne semblait adéquat. Finalement, il écrit, le poste à Burlington vous convient. Les enfants bénéficieront de votre stabilité professionnelle. Sa réponse est venue rapidement. Est-ce que c'était votre faute ? Est-ce important, répondit-il après une longue pause. Je suppose que non. Le résultat profite à tous. Victor posa son téléphone, contemplant l'échange. Ils avaient atteint une sorte d'équilibre, pas de paix ou de réconciliation, mais un arrangement durable qui protégeait ce que tous deux appréciaient le plus. Le lendemain matin,
Nathalie avait arrangé que Connor passe le week-end dans le nouvel appartement de Melanie, la première visite sans surveillance depuis la séparation. Victor a reçu cette information sans objection, la reconnaissant comme une mise en œuvre des limites établies par Nathalie. Lorsque Connor est parti vendredi après-midi, un sac sur l'épaule, Victor l'a accompagné jusqu'à la voiture. « Appelle si tu as besoin de quoi que ce soit », dit-il simplement. Connor hocha la tête, « Je le ferai. » Puis, étonnamment, « Tu ne vas pas me prévenir de ce que je pourrais dire à maman ni me donner un scénario. » « Non », répondit Victor. « Je fais confiance à votre jugement. » Quelque chose a changé dans l'expression de Connor, un léger apaisement de la tension, un soupçon de l'ouverture qui avait caractérisé leur relation avant les événements récents. « C'est nouveau », a-t-il observé. « Ajustement tactique », répondit Victor, faisant écho à leur conversation précédente. Alors que la voiture s'éloignait, Victor retourna à son bureau pour finaliser les documents d'acquisition de l'ancienne société de Laurence Kessler, une OPA hostile facilitée par la disgrâce de l'ancien PDG. La victoire ajouterait considérablement aux avoirs de Victor, tout en éliminant un rival de longue date. Il aurait dû ressentir une entière satisfaction. Tous les opposants ont été vaincus, tous les actifs sécurisés, même les relations de ses enfants, partiellement sauvées grâce à des concessions stratégiques. Au lieu de cela, Victor s'est retrouvé à contempler les paroles de Nathalie de la veille. « Tu aimais regarder les mamans souffrir. » L'accusation contenait une vérité indéniable. Au-delà de la nécessité stratégique, au-delà d'une réponse proportionnelle. Il y avait eu quelque chose de plus sombre dans son démantèlement systématique de la vie de Melanie, une froide gratification dans sa chute qui révélait quelque chose de fondamental sur lui-même. Pas de regret, Victor Reeves ne se laissait pas aller au regret, mais peut-être la reconnaissance que les caractéristiques qui ont bâti son empire pourraient détruire son héritage si rien n'est fait. Son téléphone a sonné, Nathalie. Encore une fois, Connor est arrivé sain et sauf. Elle a déclaré, la maison de maman a l'air sympa. Plus petite évidemment, mais elle a fait en sorte que ça marche. Bien, répondit Victor de manière neutre. Y a-t-il autre chose? Une pause. Oui, merci de ne pas interférer avec cette visite. Cela compte pour Connor et pour moi. La gratitude était une reconnaissance inattendue de sa retenue plutôt qu'une critique de son contrôle précédent. Comme il l'a dit, Victor a répondu, l'équilibre profite à tout le monde. Après avoir raccroché, il est revenu à ses documents d'acquisition, signant les dernières pages qui achèveraient sa victoire commerciale sur Kessler. Cette décision serait annoncée lundi, ajoutant un autre chapitre à la réputation de Victor Reed en tant que prédateur d'entreprise impitoyable qui n'a jamais pardonné à ses ennemis ou à ses ennemis. Mais en regardant les photos de Nathalie et de Connor sur son bureau, Victor reconnut que la même approche intransigeante lui avait presque coûté quelque chose de plus précieux que n'importe quelle acquisition d'entreprise. Victor Reeves serait toujours calculateur, stratégique et impitoyable envers ceux qui l'avaient trahi. Pas de pardon jamais ça mais une paix froide qui permettait à la vie de continuer selon ses conditions soigneusement définies. Il faudrait que cela suffise. Et voilà. Une autre histoire touche à sa fin. Message entre elle et Alexander était explicite, non seulement dans leur histoire d'amour mais aussi dans leur projet. Victor ne soupçonne rien de ce qu'elle a écrit la semaine dernière. Une fois que nous serons partis, il sera trop tard pour qu'il arrête les transferts. La mâchoire de Victor se serra tandis qu'il poursuivait sa lecture. Alexander et Mélanie n'avaient pas seulement l'intention de partir. Ils se préparaient systématiquement à le détruire. Alexander avait des liens avec Laurence Kessler, son rival commercial. Il prévoyait de tout prendre, l'argent, les informations commerciales exclusives, et même la garde de Connor. La plupart des hommes l'auraient confronté immédiatement. La plupart des hommes auraient agi par blessure. Victor n'était pas la plupart des hommes. Il ferma l'ordinateur portable et se dirigea vers la fenêtre donnant sur la propriété qu'il avait construite pour une famille en train de se briser. Mais contrairement à son père, qui s'était effondré sous le poids de la trahison lorsque la mère de Victor était partie, Victor en ressortirait plus fort. Il se tourna vers son bureau et commença à dresser des plans. Mélanie pensait le connaître. Elle avait tort. Elle savait seulement ce qu'il lui avait permis de voir. Le vrai Victor Reeves était sur le point de se présenter. Chapitre 3. Le précipice.
Les préparatifs de la fête d'anniversaire se sont accélérés au cours des 2 semaines suivantes. Mélanie s'est penchée sur les détails. Une somptueuse célébration à l'hôtel Hawthorne où ils avaient organisé leur réception de mariage, 200 invités, un orchestre de 12 musiciens, des sculptures de glace faites sur mesure. Victor approuvait chaque dépense avec un enthousiasme apparent. N'épargnez rien, lui dit-il. Voir ses yeux s'illuminer pendant 15 ans mérite une commémoration. Pendant ce temps, il exécutait méthodiquement la première phase de son plan. Il a transféré des fonds vers des comptes auxquels Mélanie n'avait pas accès. Il a rencontré en privé ses avocats pour modifier leur accord prénuptial sur la base de préoccupations d'infidélité qu'il prétendait avoir rédigées il y a des années mais qu'il n'avait jamais déposées. Antidatation des documents. Avec l'aide d'un notaire qui lui devait plusieurs faveurs, il installa un logiciel spécialisé sur les appareils de Mélanie, capturant chaque communication avec Alexander. Leurs plans devinrent plus clairs. Mélanie retirerait 5 millions de dollars après la fête d'anniversaire, affirmant qu'il s'agissait d'une acquisition surprise d'œuvres d'art. Au moment où Victor découvrirait le vol, il serait hors de portée dans un pays où l'extradition était limitée. Mardi, Victor s'est rendu à l'école de Connor pour une conférence parents-enseignants, profitant de l'occasion pour semer le doute sur l'engagement de Mélanie envers l'avenir de leur fils. « Ta mère semble distraite ces derniers temps », mentionna-t-il avec désinvolture alors qu'ils rentraient chez eux. « Avez-vous remarqué ?» Connor haussa les épaules, elle est occupée avec les affaires de la galerie. « Je suppose que je m'inquiète parfois. » Victor a continué sur ses priorités. Ce soir-là, alors que la neige tombait à nouveau, Victor reçut un appel de Mitchell. « Monsieur, j'ai confirmé le lien entre Dinley et Kesley. Ils se sont rencontrés 3 fois au cours du mois dernier. J'ai des enregistrements. Envoyez-les sur mon serveur sécurisé. » Ordonna Victor. « Et Mitchell, j'ai besoin que vous remettiez une enveloppe au détective Warren Cox. Il saura ce que cela signifie. » Le détective était dans la poche de Victor depuis des années, utile pour faire disparaître les problèmes. L'enveloppe contenait des preuves de la fraude fiscale d'Alexandre, soigneusement fabriquée par l'équipe financière de Victor mais suffisamment convaincante pour justifier une enquête. Vendredi a ramené Nathalie à la maison pour le week-end. Victor l'a emmenée déjeuner chez sa bête préférée. « Comment ça va entre toi et maman ?» lui demanda-t-elle, le surprenant avec perspicacité. « Vous semblez différents les uns des autres. » Victor a soigneusement choisi ces mots, « Votre mère est préoccupée par sa carrière ces derniers temps. C'est naturel à certains moments d'un mariage. Elle a raté ma présentation le mois dernier, dit doucement Nathalie. Elle a promis de venir. » Victor couvrit la main de sa fille de la sienne. « Je suis désolé, chérie. Tu sais que j'aurais été là si j'avais pu. Je connais papa. » Elle sourit. « Tu es toujours présent. » La graine s'est parfaitement plantée. Aucune accusation contre Mélanie, juste du contraste. Victor en parent fiable, Mélanie en plus absente. Cette nuit-là, Victor finalisa l'élément le plus crucial de son plan. Il a contacté un spécialiste de la sécurité qu'il avait utilisé pour ses bureaux d'entreprise. « J'ai besoin d'un système complet installé immédiatement et discrètement. » Les paramètres habituels, Monsieur Reeves. « Non, » répondit Victor. Quelque chose de différent cette fois, quelque chose de théâtral. La veille de la fête d'anniversaire, Victor se tenait dans son bureau et examinait tout. Le décor était planté, tous les joueurs étaient en position. La trahison de Mélanie ne serait pas seulement révélée, elle serait inscrite dans les mémoires. Son téléphone sonna. C'était Alexandre Dinlevy. Victor sourit et répondit, « Monsieur Dinlevy, à quoi dois-je ce plaisir ? Je pense que nous devrions nous rencontrer. » dit Alexander, la voix tendue à propos de votre femme. En effet, le ton de Victor restait agréable. Quelle suggestion intéressante. Demain soir, j'organise peut-être une petite réunion qui pourrait vous éclairer. Ce n'est pas un jeu, Reeves. Sur ce, Victor a déclaré, nous sommes entièrement d'accord. Après avoir raccroché. Victor se versa un whisky et le leva vers la photo de son père accroché au mur, l'homme qui lui avait appris que la faiblesse était impardonnable. Observe et apprends, vieil homme, murmura-t-il. Regardez et apprenez,
chapitre 4. Clockwork Vengeance. Le matin de la célébration de l'anniversaire s'est levé clair et froid. Victor se réveilla tôt, regardant Mélanie dormir à côté de lui. Pendant 15 ans, il a cru qu'elle était l'exception à sa règle de ne faire confiance à personne. Cette erreur de calcul ne restera pas impunie. Au petit déjeuner, il lui présenta une petite boîte. Un aperçu, dit-il, tandis que Connor regardait avec impatience depuis l'autre côté de la table. Mélanie l'ouvrit et trouva un bracelet en platine parsemé de diamants. « C'est beau !» murmura-t-elle, la culpabilité apparaissant brièvement sur ses traits. Victor le serra autour de son poignet. « Je l'ai fait graver. » Elle le tourna pour lire l'inscription. « La vérité sortira de Shakespeare », demanda-t-elle, son sourire s'effaçant légèrement. « Le marchand de Venise. » Victor a confirmé l'un de mes favoris. Il partit au bureau pendant que Mélanie finalisait les détails de la fête. À 10 heures précises, il reçut la confirmation qu'Alexander avait été contacté par le détective Cox au sujet d'irrégularités financières. À midi, le détective a rapporté qu'Alexandre semblait très affligé. Parfait. La prochaine rencontre de Victor eut lieu avec Boyd Whittaker, le frère de Mélanie. L'homme avait lutté contre des dettes de jeu pendant des années et Victor l'avait discrètement renfloué à plusieurs reprises, un fait caché à Mélanie sur l'insistance de Boyd. « J'ai besoin d'une faveur. » Victor lui a dit n'importe quoi pendant le déjeuner. Boyd a répondu instantanément. « Tu sais que ce soir, à la fête, j'ai besoin que tu livres quelque chose à Mélanie à 21h30 exactement. » Boyd avait l'air confus mais hocha la tête. « Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a ?» Victor lui a tendu une enveloppe scellée. Une surprise pour notre anniversaire. Son prochain appel fut à Nathalie, confirmant qu'elle apporterait les albums de famille qu'il avait demandés pour la vidéo d'anniversaire et s'assurerait d'inclure ses photos du vignoble de Martha l'été dernier, des photos que Victor avait soigneusement retouchées pour inclure des ombres et des fenêtres suggérant une surveillance. Bien avant que Mélanie ne s'en rende compte, à 16 heures, Victor rentrait chez lui pour s'habiller pour la soirée. Mélanie était déjà partie superviser les derniers préparatifs à l'hôtel. Il en a profité pour activer les protocoles de sécurité installés dans toute leur maison et vérifier que son bureau à domicile était préparé pour ce qui allait suivre. L'inspecteur Cox a rappelé. D'un lait secoué. Il a essayé d'accéder à son compte offshore, celui que vous nous signalez. Il fait des erreurs. Excellent, répondit Victor. Maintenez la pression, mais gardez-le fonctionnel. J'ai besoin de lui cohérent ce soir. La pièce finale s'est mise en place lorsque Mitchell a envoyé un texto, colis livré à la suite de l'hôtel comme demandé. À 19h, Victor arriva au Hawthorne. Les invités remplissaient déjà la salle de bal, collègues, amis, membres de la famille, tous participants involontaires au véritable objectif de la soirée. Mélanie se faufila dans la foule dans une robe bordeaux que Victor avait spécifiquement demandée. Elle porte une robe qui correspond, ce n'est pas un hasard, à la teinte de la moquette de la suite d'hôtel qu'il avait réservée à l'étage. « Tu es superbe », lui dit-il en l'embrassant sur la joue. « Une vision. »« Merci. » Elle sourit, fouillant son visage. « Est-ce que ça va ? Vous semblez excité, a-t-il fourni. Ce n'est pas tous les jours qu'on fête ses 15 ans. La soirée s'est déroulée avec des discours, un dîner dansant. Victor a parfaitement joué le rôle du mari dévoué, sa main ne quittant jamais la taille de Mélanie lors de leur première danse. À leur table, il a porté un toast qui a fait monter les larmes aux yeux des invités. « À ma belle épouse, qui m'a donné tout ce qu'un homme peut désirer, dit-il en la regardant directement dans les yeux. Pour la vie que nous avons construite ensemble, que ses fondations ne s'effondrent jamais. » À 9h15, Victor s'excuse brièvement et envoie un SMS à Alexandre. « Je sais tout, suite 1540. » Maintenant, à 9h25, il a remarqué que Mélanie vérifiait son téléphone, son visage légèrement pâle avant de s'excuser. À 9h30, Boyd s'est approché de Victor. Je lui ai donné l'enveloppe alors qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur. Qu'est-ce qu'il y avait dedans ? Une clé de chambre. Victor a répondu calmement. Elle rencontre quelqu'un. La confusion de Boyd s'est transformée en choc. De quoi parles-tu ? Votre sœur a prévu de me quitter.
Victor a dit à voix haute, « Ce soir, c'est sa dernière ara avant de disparaître avec son amant et des millions de mon argent. » C'est impossible. Boyd a protesté. Mélanie ne me suivrait pas si tu veux une preuve. Victor l'interrompit. Marchant déjà vers les ascenseurs, ils roulèrent en silence jusqu'au 15e étage, Boyd se déplaçant inconfortablement à côté de lui. Victor vérifia sa montre, 9h40, exactement devant la douce suite 1540. Victor fit une pause. Ce que vous allez voir est peut-être dérangeant, a-t-il prévenu, mais nécessaire. Il inséra sa carte-clé et ouvrit la porte. L'entrée de la suite était sombre, mais des voix provenaient de la chambre. Victor fit signe à Boyd de garder le silence. Alors qu'ils s'approchaient de la porte entr'ouverte, ils purent voir Mélanie et Alexandre en pleine conversation. Il sait quelque chose. Alexander disait frénétiquement, Cox s'est présenté dans mon studio aujourd'hui pour poser des questions sur les comptes offshore. C'est impossible, insista Mélanie. Victor me fait entièrement confiance. Le transfert est toujours prévu pour demain. Et Kesley ? Si Victor découvre notre connexion, il ne le fera pas. Mélanie a déclaré sèchement, j'ai fait attention. Une fois que nous serons partis, cela n'aura plus d'importance de toute façon. Il sera ruiné avant de pouvoir nous retrouver. Victor poussa la porte complètement ouverte, inondant la pièce de lumière. Mélanie se tourna autour de son visage, passant du choc au calcul en quelques secondes. Victor, commença-t-elle, ce n'est pas à ça que ça ressemble. Termina-t-il d'une voix terriblement calme. Je crois. C'est exactement à quoi ça ressemble, Mélanie, vous et monsieur Dunleavy planifiez votre évasion tout en orchestrant simultanément ma destruction. Alexandre s'avança. Écoute, Reeves, rien de ce que tu as à dire ne m'intéresse. Victor l'a interrompu, sauf peut-être une explication de vos récentes conversations avec Laurence Kesley concernant les plans de développement exclusifs de ma société. L'artiste pâlit. Boyd dépassa Victor. Mel, dis-moi que ce n'est pas vrai. L'expression de Mélanie se durcit, tu ne comprends pas, Boyd. Victor a tout. Il a toujours tout eu. Je mérite ma part, ta part. Victor répéta doucement, choix de mots intéressants pour le vol, le complot et l'espionnage industriel. Il retira son téléphone et appuya sur un bouton. Instantanément, les haut-parleurs cachés de la pièce se sont activés, diffusant des enregistrements de Mélanie et Alexander discutant de leur projet de manière explicite et détaillée. « Vous m'avez surveillé ?» a demandé Mélanie, l'indignation remplaçant le choc. « Non », corrigea Victor. « J'ai monté un dossier, il est devenu un garçon. Ta sœur ne me quitte pas seulement. Elle vend des informations à mes concurrents, prévoit de vider nos comptes, et s'est même arrangée pour me faire accuser de fraude fiscale afin de m'empêcher de la poursuivre. » Boyd a regardé sa sœur avec incrédulité. « Mel, comment as-tu pu ? Oh s'il te plaît. » Elle a craché. Victor n'est pas un saint. Savez-vous ce qu'il a fait pour arriver là où il est ? Les gens sur lesquels il a marché. La différence, répondit Victor uniformément, c'est que je n'ai jamais trahi ma famille. Il a appuyé sur un autre bouton de son téléphone, la porte de la chambre s'est ouverte complètement pour révéler le détective Cox qui se tenait là avec 2 officiers en uniforme. Monsieur Dunleavy a déclaré officiellement, nous avons un mandat d'arrêt contre vous pour complot en vue de commettre une fraude, d'espionnage industriel et de tentative de grand larcenie. Alors que les agents menottaient un Alexander qui protestait, Victor s'est tourné vers Mélanie, vous ne serez pas arrêté ce soir, lui a-t-il dit, cela perturberait notre fête d'anniversaire. Studio fermé à clé, vos affaires emballées. Vous ne pouvez pas faire ça, siffla-t-elle. Je l'ai déjà fait. Victor répondit, l'accord prénuptial que vous avez signé comprenait une clause d'infidélité avec des sanctions spécifiques, le tout documenté et attesté il y a des années, ses yeux s'écarquillèrent. Ce n'est pas possible. Je m'en serais souvenu. Voudriez-vous, Victor s'est approché, ou avez-vous simplement signé ce que votre mari bien-aimé vous a placé ? La réalisation s'est faite sur son visage. Vous avez oublié, a-t-il doucement défié. Alors qu'Alexandre était emmené, Victor s'est adressé au détective, lorsque vous fouillerez le studio de monsieur Dunley, vous trouverez les preuves dont nous avons discuté.
Cox hocha la tête. Eh bien, soyez minutieux, monsieur. Victor se tourna vers Mélanie, dont le visage était passé de la défiance au calcul. Vous oubliez nos enfants, dit-elle. Ils ne vous pardonneront jamais. Pour cela. Victor sourit légèrement. Nous verrons à ce sujet. Il vérifia sa montre. Nous devrions revenir à nos invités dans 20 minutes. Alors qu'il partait, Boyd resta derrière, regardant sa sœur avec une nouvelle compréhension. Son rire les suivit, Victor non, répondit-il calmement alors que les portes de l'ascenseur se fermaient. C'est Gambi. Le reste de la fête d'anniversaire s'est déroulé comme une production théâtrale magistrale. Victor ramena Mélanie à leur table, sa main fermement autour de sa taille, vers les invités. Un geste d'amour envers Mélanie, un avertissement tacite, souriez, chérie, murmura-t-il. Votre mascara coule. La vidéo anniversaire a commencé à être diffusée sur de grands écrans dans toute la salle de bal. Un voyage chronologique à travers leur mariage, leur enfance, les photos du jour de leur mariage, les naissances de Nathalie et Connor, les vacances en famille. Puis de subtiles irrégularités sont apparues, photos de Mélanie avec Alexander lors des vernissages de galeries, version améliorée de Victor soulignant leur proximité, images de Mélanie entrant dans des hôtels des jours où elle prétendait être ailleurs, le tout présenté avec une narration qui semblait innocente mais porteuse de double sens. Mélanie a toujours poursuivi ses passions avec une détermination sans faille. La voix préenregistrée de Victor dans des images toniques d'elle quittant Alexander Studio. Son engagement envers les arts l'a emmenée dans des endroits inattendus. Les doigts de Mélanie agrippèrent son verre de champagne avec une tension blanche. Les invités sont restés inconscients en ne voyant qu'un émouvant hommage, tandis qu'elle a assisté au démantèlement systématique de sa tromperie. Après la vidéo, Victor s'est levé pour porter un dernier toast. Vous avez été nombreux à nous demander le secret de 15 ans de mariage. Commença-t-il, son regard balayant la pièce avant de se poser sur Mélanie. La réponse est simple, une transparence totale. Mélanie et moi n'avons aucun secret l'un pour l'autre, n'est-ce pas, chérie? Elle leva machinalement son verre. Rien du tout. Plus tard, alors que les invités commençaient à partir, Nathalie s'est approchée de ses parents. C'était magnifique, papa, dit-elle en le serrant dans ses bras avant de se tourner vers Mélanie. Maman, tu te sens bien? Tu as l'air pâle, juste fatiguée, chérie, répondit Mélanie. Victor intercéda doucement. Ta mère a eu une longue journée à tout préparer. Peut-être pourriez-vous la reconduire chez elle. Je dois rester et régler quelques derniers détails. Une fois parti, Victor convoqua Mitchell à ses côtés. Le statut d'un LEF est en cours de traitement au centre-ville. L'enquêteur a indiqué que le mandat de perquisition est en cours d'exécution dans son studio et que les serrures de votre maison ont été changées comme demandé. Excellent. Qu'en est-il de notre cible secondaire? Kessler a reçu les documents. Il les examine ce soir. Victor hocha la tête, reste avec lui. Je veux savoir à quel moment il prend conscience de sa position. Le chemin du retour ce soir-là fut silencieux. Victor s'était arrangé pour que Nathalie ramène Mélanie à la maison et reste avec elle, évitant ainsi une confrontation immédiate. Cela lui a donné le temps de mettre en œuvre la phase suivante. À minuit, il est arrivé à leur manoir de Sudbury et a trouvé Mélanie qui attendait seule dans le hall. Où est Nathalie? A-t-il demandé. Endormie, répondit Mélanie, sa voix ferme malgré les circonstances. Je ne voulais pas l'impliquer dans la scène que vous prévoyez. Pas de scène, dit Victor en retirant son manteau. Juste des conséquences. Vous avez visiblement prévu cela depuis un certain temps, a-t-elle observé. Très minutieux, contrairement à vous, rétorqua-t-il, vous avez laissé des empreintes numériques partout. Erreur d'amateur. Sa mâchoire se serra. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, tu pars ce soir. N'emportez que des objets personnels. Il lui tendit une enveloppe. À l'intérieur, vous trouverez des papiers de divorce déjà déposés auprès du tribunal, un chèque de banque de $50 000 et un aller simple pour Chicago, départ demain matin. Chicago, il n'y a rien pour moi à Chicago, justement, répondit Victor. Vous y établirez votre résidence pour la procédure de divorce. L'adresse est arrangée.
Vous recevrez une allocation mensuelle, généreuse selon la plupart des normes, mais certainement pas celle que vous espériez voler. Et si je combats cela, alors au lieu d'accusations de fraude contre Alexander, elles deviendront des accusations de complot contre vous deux. Au lieu d'un divorce discret, cela devient un scandale public. Au lieu de 50 000 $, vous n'obtenez rien. Mélanie l'étudiait, la reconnaissance naissait. Vous appréciez ça. Je fais simplement des affaires, corrigea-t-il, en calculant les retours sur un investissement raté. Et Connor, Nathalie? Il reste avec moi, déclara catégoriquement Victor. Vous bénéficierez de visites supervisées une fois le divorce finalisé. Toute tentative de les contacter en dehors de ces paramètres entraînera la résiliation immédiate de votre allocation. Vous ne pouvez pas m'éloigner de mes enfants, protesta-t-elle. En fait, je peux. Victor sortit un autre document de sa poche, un affidavit sous serment de 3 professeurs de Connors concernant votre absence aux fonctions scolaires. Des enregistrements montrant que vous avez raté la présentation de Nathalie lors de votre rencontre avec Alexander. Relevé de cartes de crédit vous plaçant dans des hôtels en cas d'urgence familiale. C'est de la manipulation, pas une preuve. C'est un modèle établi, a-t-il corrigé, et assez efficace devant le tribunal de la famille. Le sang-froid de Mélanie finit par se briser. Ils vous détesteront quand ils apprendront la vérité. Quelle vérité serait-ce? Victor a demandé avec douceur que leur mère avait choisi une liaison plutôt que leur bien-être, qu'elle avait conspiré avec mon rival commercial, qu'elle avait prévu de disparaître en laissant derrière elle des millions de personnes. Espèce de salaud impitoyable, murmura-t-elle. Oui, acquiesça-t-il simplement. Je suis un fait que vous semblez avoir oublié. Vous vérifiez sa montre. Vous avez jusqu'à 6 heures du matin pour faire vos valises et partir. Une voiture vous attendra. Alors qu'il se tournait pour partir, elle l'a appelé. Vous pensez que vous avez gagné, mais vous ne l'avez pas fait, Alexander et moi. Alexander, l'interrompit Victor, a déjà accepté un accord de plaidoyer en échange de charges réduites. Il fournit des preuves contre Laurence Kessler. Votre amant accorde plus d'importance à sa liberté qu'à votre partenariat. Il semble que ce soit un mensonge calculé. L'accord de plaidoyer était toujours en cours de négociation, mais la dévastation sur le visage de Mélanie a confirmé qu'elle avait atteint sa cible. Bonne nuit, dit Victor en montant les escaliers. Les enfants ont besoin de repos. Le lendemain matin, Victor a réveillé Connor et Nathalie, endormis. Connor remarqua immédiatement suspect. C'est arrivé très tard, expliqua Victor. Elle ne voulait pas te réveiller. Elle appellera ce soir. Encore un mensonge, mais nécessaire. Mélanie appellerait effectivement. Mitchell s'en assurerait, mais la conversation serait surveillée et limitée. Au petit déjeuner, Victor a reçu un texte de Laurence Kessler. Nous devons nous rencontrer immédiatement. La deuxième phase se déroulait comme prévu. À midi, Victor était assis en face de son rival commercial dans le bureau de Kessler. Ces documents, commença Kessler sans préambule, en faisant glisser un dossier sur le bureau. Où les as-tu eus? Est-ce important? Victor a répliqué. Ce qui compte, c'est ce qu'il prouve, à savoir que votre tentative d'espionnage industriel a laissé des preuves suffisamment importantes pour une enquête fédérale. Le visage de Kessler rougit. Dinwiddie s'est approché de moi. Je ne l'ai jamais recherché. Une distinction sans importance pour les procureurs, a noté Victor, mais potentiellement pertinente pour moi. Que veux-tu, Reeves? Victor sourit légèrement. Les propriétés de Burlington Street, toutes, ont été cédées à ma société holding d'ici la fin des activités demain. C'est de l'extorsion. Je préfère appeler cela de la négociation, répondit Victor. Alternativement, ces documents parviennent à la SEC dans la matinée. Kessler le regardait avec une haine nue. Les propriétés valent 3 fois ce que vous avez proposé l'année dernière. Oui, acquiesça Victor, et votre liberté vaut bien plus. Choisissez judicieusement. Lorsque Kessler finit par hocher la tête en signe de défaite, Victor ne ressentit aucun triomphe, seulement la froide satisfaction de l'inévitabilité. Les morceaux tombaient exactement là où il les avait placés. Ce soir-là, comme promis,
Mélanie a appelé pour parler avec les enfants. Victor surveillait chaque mot, sa main planant sur le bouton de déconnexion. Quand rentres-tu à la maison, lui a demandé Connor. La voix de Mélanie tremblait légèrement. Pas avant un moment, chérie. Tante Pamela a besoin de moi ici, mais qu'en est-il de mon match de samedi? Je suis désolée, dit-elle. Ton père sera là. Victor l'a toujours été. Une fois les enfants couchés, Victor se retira dans son bureau. Passant en revue les développements de la journée, Mitchell a rapporté qu'Alexandre avait effectivement accepté l'accord de plaidoyer, fournissant un témoignage détaillé contre Kesley. L'atelier de l'artiste avait été minutieusement fouillé, révélant des preuves déposées il y a des semaines par l'équipe de Victor, preuves qui impliquaient Mélanie bien plus profondément que la réalité ne le justifiait. Tout se déroulait comme prévu. Pourtant, Victor se sentait étrangement vide, non pas à cause du doute il n'a jamais douté mais parce qu'il reconnaissait que sa vengeance, bien que satisfaisante, était incomplète. Mélanie avait montré sa vraie nature, mais elle y croyait toujours. Elle comprit toute la portée de sa réponse. Elle ne l'a pas fait. Personne ne l'a jamais fait. Chapitre 6. Ombre et substrat. Une semaine après le départ de Mélanie, Victor met en œuvre la 3e phase de son plan. On a dit aux enfants que leur mère aidait un parent malade, une fiction qui nécessiterait bientôt une extension. Il a organisé un dîner de famille avec Boyd et sa femme Teresa, sachant que les informations reviendraient à Mélanie par ce canal. J'ai été tellement inquiète pour Mélanie, dit Teresa au dessert, a-t-il des nouvelles sur l'état de Pamela? Victor soupira profondément, son expression grave. Les médecins ne sont pas optimistes. C'est pourquoi le séjour de Mélanie a été prolongé indéfiniment. Boyd étudia Victor attentivement. Il ne s'était pas parlé en privé depuis la confrontation à la fête d'anniversaire. Est-ce que quelqu'un d'autre de la famille est venu nous aider? Boyd a posé sa question chargée de sous-texte. Mélanie a insisté pour s'en occuper seule. Victor a répondu doucement, elle pense que c'est déjà assez compliqué sans ajouter plus de personnes à la situation. Après le dîner, pendant que Nathalie montrait à Teresa son portfolio universitaire, Boyd coinçait Victor dans son bureau. Je sais que Pamela n'est pas malade, dit-il catégoriquement. Qu'est-ce qui se passe réellement avec ma sœur? Victor ferma la porte. Votre sœur s'établit à Chicago pour une procédure de divorce suite à sa liaison avec Alexander Dunleavy et à leur complot visant à me frauder des millions. Boyd tressaillit. Est-ce que quelqu'un d'autre le sait? Non, et ils ne le feront pas à condition que Mélanie respecte l'accord, cela la détruira. A déclaré Boyd. Elle a fait son choix. Victor a en fait contré plusieurs choix, chacun la rapprochant de ce résultat. L'expression de Boyd se durcit, elle est toujours ma sœur et ce sont toujours mes conditions. Victor répondit, sa voix se refroidissant, à moins que vous ne préfériez que je porte plainte au criminel. Les preuves sont substantielles. La menace planait entre eux jusqu'à ce que Boyd détourne le regard. Qu'est-ce que tu as besoin de moi? Continuer l'histoire de la maladie de Pamela? Soutenez tout récit que Mélanie crée lors de ses appels avec les enfants. En échange, vos dettes de jeu toutes disparaissent définitivement. Le visage de Boyd rougit de honte. Vous les connaissez. Je l'ai toujours su. Victor a dit, tout comme j'ai toujours été au courant de l'argent que Mélanie vous a envoyé depuis nos comptes. La différence est que j'ai choisi de ne pas utiliser ces informations. Jusqu'à présent. Le lendemain matin, Victor a rencontré son équipe juridique pour finaliser la stratégie de divorce. Les avocats expriment leur inquiétude quant aux contestations potentielles. Madame Reeves pourrait invoquer la coercition concernant l'amendement prénuptial, a-t-on prévenu. Elle le pourrait. Victor l'a reconnu, mais le notaire témoignera autrement, tout comme les témoins, et d'ici là, la preuve de sa conspiration avec Dunleavy sera rendue publique. Pourtant, les tribunaux ont tendance à favoriser les mères et les litiges pour la garde, Victorieuse sourit à peu près, pas les mères qui abandonnent leurs enfants pour les amoureux et les régimes criminels. Cet après-midi-là, il a été confirmé que Kesley avait signé sur les propriétés de Burlington Street, prime Downtown Real Estate Victor avait convoité pendant des années. La transaction a été structurée par le biais de sociétés écrans. La phase 4 a commencé par un appel apparemment inoffensif au détective Cox.
J'ai besoin d'une faveur. Victor a dit quelque chose de discret. Bien sûr, Monsieur Reeves, je veux que le studio de Dunleavy soit entièrement documenté avant que les preuves ne soient supprimées, chaque peinture, esquisse et document, en particulier toutes les œuvres mettant en vedette ma femme. Puis-je demander pourquoi l'assurance? Victor a simplement répondu. Le véritable objectif est devenu clair 3 jours plus tard lorsque l'avocat de Melanie a contacté l'équipe juridique de Victor pour demander des modifications aux conditions de divorce. Mon client trouve le règlement financier inadéquat étant donné la durée du mariage et ses contributions à Monsieur Reeves Success. Œuvre d'art de Monsieur Dunleavy mettant en vedette Madame Reeves dans des positions compromettantes. Si cela procède au tribunal, ceux-ci deviendront nécessairement un dossier public. Le lendemain, l'avocat de Melanie a retiré les objections. L'isolement à Chicago portant sur elle comme prévu. Son départ, Victor a reçu un appel inattendu d'Alexander Dunleavy. Le divorce n'a pas encore été finalisé. Où est-elle maintenant? Dans son appartement, j'ai visité hier. Je suis toujours techniquement sous caution, Victor. Elle est désespérée. Et pourquoi tu me dis ça? Demanda Victor. Votre loyauté lui appartient clairement. Alexander rit amèrement. Ma loyauté est envers moi-même. L'accord sur le plaidoyer m'excite en prison, mais ma carrière est terminée. Les galeries ne me toucheront pas. Il ne reste plus rien à perdre. Mélanie le fait toujours. Victor y réfléchit. Éloignez-vous d'elle, je vais le gérer. Ce soir-là, après que les enfants dormaient, Victor a appelé Mélanie directement pour la première fois depuis qu'elle était partie. Je comprends que vous planifiez quelque chose d'imprudent, a-t-il dit quand elle a répondu. Son rire était cassant. Alexander vous l'a dit. Bien sûr qu'il l'a fait. Tout ce que vous envisagez ne fera que du mal aux enfants. Dit calmement Victor. Ne prétendez pas que ce soit à propos d'eux. Elle a cassé, cela a toujours été sur votre contrôle, votre ego. Peut-être a-t-il concédé, mais les conséquences restent les mêmes. Exposez notre situation publiquement et vous perdez tout, y compris toute relation avec Nathalie et Connor. Ils méritent de savoir quel genre d'homme leur père est vraiment et quel genre de mère les a abandonnés pour une liaison. Victor Contré, pensez attentivement, Mélanie. Vous n'avez pas vu une fraction de ce que j'ai préparé. Le silence s'étendait entre eux. Je ne peux pas vivre comme ça. Elle a finalement dit que sa voix se brisera, exilée, surveillée, visitant mes propres enfants comme un étranger. Pendant un moment, quelque chose comme une sympathie a remué à Victor. Presque vous avez créé cette situation, lui a-t-il rappelé. Mais je ne suis pas déraisonnable. Maintenir le récit établi, finaliser le divorce sans incident et dans 6 mois, nous pourrions discuter de la révision du calendrier des visites. C'était une offre calculée, suffisamment spécifique pour donner de l'espoir, assez vague pour maintenir le contrôle. Et si je suis d'accord, vous recevez 20 000 autres par mois. Le stipend devient permanent plutôt que contingent. Et je ne divulgue pas les preuves les plus explicites à Nathalie et Connor quand ils auront 21 ans. Sa vive appui de respiration a confirmé ses soupçons. Sa plus grande peur n'était pas une exposition publique, mais perdant l'amour de ses enfants. Tu ne le ferais pas, chuchota-t-elle. Je le ferai, il a corrigé, à moins que cela ne lui donne une raison suffisante. Le lendemain, l'avocat de Mélanie a contacté l'équipe juridique de Victor pour accélérer la procédure de divorce. 4 étaient complets. Ce soir-là, Victor s'est assis dans son étude en examinant les images de sécurité des caméras d'appartement de Melanie à Chicago installées avant son arrivée, la surveillant à chaque mouvement à l'écran. Elle a rythmé son salon, a téléphoné à son oreille. Il est un garçon, sa voix passa clairement. Pour l'instant, Victor sourit. Le qualificatif était révélateur. Mélanie a encore des espoirs de victoire éventuelle. Elle n'avait pas encore saisi la vérité fondamentale. Victor n'a pas combattu les batailles. Il a orchestré des surrenneurs. Son téléphone a sonné, Nathalie appelant de l'université. Et, papa, je pensais rendre visite à maman le week-end prochain. Est-ce que Victor serait dit? C'était inattendu. Bien sûr, ma chérie. Je vais organiser les vols. Après avoir raccroché, il a immédiatement appelé Mitchell.
J'ai besoin de la surveillance. Nathalie est ma faiblesse. Et le désespoir engendre la créativité. Hick fait référence à des situations adultes compliquées. Il a repris le téléphone et a composé le détective Cox. J'ai besoin d'une faveur à Chicago, chapitre 7. Réflexion fracturée. Le vent de Chicago a traversé le manteau de Victor alors qu'il se tenait à l'extérieur de l'immeuble où Mélanie vivait depuis 3 mois. Il était arrivé devant Nathalie, dont le vol atterrirait en 2 heures, lui donnant du temps pour cette confrontation imprévue. Des images de sécurité avaient montré que Mélanie se préparait à la visite de Nathalie avec une énergie inhabituelle, en supprimant le meuble clairsemé que Victor avait fourni, les remplaçant par des pièces de bon goût qui ont tendu son budget limité, créant une illusion de normal. Victor n'avait aucune intention de permettre à cette illusion de prendre racine. En utilisant la clé qu'il avait conservée, il est entré dans son appartement pour la retrouver dans le salon. Elle se figea à la vue de lui. « Victor, qu'est-ce que tu fais ici ?» répondit-il, fermant la porte derrière lui, s'assurant que notre accord reste intact lors de la visite de Nathalie. Le visage de Mélanie durcit. « Je n'ai violé aucune condition. » Pas explicitement, a-t-il concédé, se déplaçant plus loin dans l'appartement, mais vos conversations récentes avec notre fille contiennent concernant les nuances, la couleur drainée de son visage. Vous surveillez mes appels avec Nathalie. Je protège mes intérêts, il a corrigé, examinant une photographie encadrée de la famille que Mélanie avait placée en bonne place sur un manteau. Choix intéressant de décoration. Elle est toujours ma fille. Mélanie a dit avec défi, vous pouvez contrôler mes finances, ma réputation, même ma liberté, mais vous ne pouvez pas effacer 17 ans de maternité. Victor se tourna pour lui faire face. Je n'ai aucune intention d'effacer quoi que ce soit. Je m'assure simplement que l'histoire est enregistrée avec précision. C'est ce que c'est ? Conservation historique ? Elle rit amèrement. Vous me punissez pour avoir voulu quelque chose de moi. Je réponds à la trahison, a-t-il contré. Il y a une différence. Mélanie s'est rapprochée, sa voix tombant. Savez-vous pourquoi j'ai choisi Alexandre ? Parce qu'avec lui, je n'étais pas seulement un accessoire du succès de quelqu'un d'autre. Je n'étais pas seulement la femme de Victor Rie, ou la mère de Nathalie et Connors. J'étais Mélanie, et maintenant tu n'es pas non plus. Victor a observé froidement, un résultat approprié pour quelqu'un qui appréciait l'identité sur la responsabilité. Ses yeux clignotèrent, vous ne m'aimiez jamais. Vous m'avez acquis comme tout le reste de votre vie. Peut-être qu'il a reconnu, mais j'ai honoré notre contrat, vous ne l'avez pas fait. La vérité pendait entre eux, stark et irréversible. Pendant 15 ans, ils construisaient une vie ensemble, une fondée sur les conditions de Victor mais soutenue par un engagement mutuel jusqu'à ce que Mélanie décide que les termes ne lui convenaient plus. Nathalie sera bientôt là. Victor a continué lors de sa visite. Vous maintiendrez notre récit établi. Vous ne faites pas allusion à la discorde entre nous. Vous ne suggérerez pas que votre absence prolongée soit tout sauf nécessaire, le soutien de la famille. Et si je ne le fais pas ? Victor a retiré une enveloppe de son manteau. Ensuite, au lieu de retourner à Wellesley, Nathalie les reçoit. Il a extrait plusieurs photographies, des images de Mélanie et Alexander dans des moments intimes, ainsi que des dossiers bancaires montrant de l'argent que vous avez détourné de son fonds universitaire pour financer votre affaire. Mélanie a reculé, vous ne le feriez pas. J'ai fait pire pour moi. Il lui a rappelé. Ne me teste pas, Mélanie. Après avoir quitté son appartement, Victor a rencontré le détective Cox dans un café voisin. Est-ce que tout est préparé ? A-t-il demandé. Cox a hoché la tête, l'écoute électronique et des dispositifs d'enregistrement actifs installés dans toutes les pièces. Nous aurons une couverture complète de leur conversation et si Mélanie tente de partir avec Nathalie, les officiers sont positionnés pour intercepter, lui a assuré Cox, bien que le tracker sur le téléphone de votre fille offre une sécurité supplémentaire. Victor hocha la tête, satisfait des arrangements. Gardez-moi au courant toutes les heures. Tout écart par rapport au protocole, toute tentative de divulgation, je veux savoir immédiatement. En attendant que l'avion de Nathalie atterrit, Victor a appelé Connor, qui séjourne avec Boyd et Teresa pour le week-end. Comment va tout, fils, d'accord ?
Connor a répondu, ces adolescents sont en plein effet. L'oncle Boyd me fait pêcher demain semble amusant. Dit Victor soigneusement, décontracté. Votre mère a-t-elle appelé aujourd'hui? Ouais, ce matin, elle semblait bizarre. Victor s'est tendu, bizarre comme je ne sais pas, triste je suppose. Elle n'arrêtait pas de dire à quel point nous manque. Demandez si nous allions bien sans elle. Que lui avez-vous dit? La voix de Connor s'est légèrement durcie que nous allons bien, que vous preniez soin de tout. Victor sourit, reconnaissant la loyauté dans la réponse de son fils. C'est vrai, nous gérons très bien. Après avoir raccroché, Victor a reçu un texte de Mitchell. Nathalie a atterri en route vers l'appartement. Maintenant, pendant les 36 heures suivantes, Victor est resté dans sa chambre d'hôtel, surveillant les transcriptions des conversations entre la mère et la fille. Mélanie a adhéré à leur accord, maintenant la fiction de son séjour prolongé. Nathalie semblait accepter l'explication, bien que des questions occasionnelles suggèrent un doute persistant. C'est juste bizarre que vous ne puissiez pas rentrer à la maison même pour les week-ends, a fait remarquer Nathalie lors du dîner leur première nuit. Tante Pamela a besoin de cohérence, a répondu Mélanie. Les médecins disent que la routine est cruciale pour son rétablissement. Papa semble différent sans toi. Nathalie suite, plus intense. Votre père a toujours été intense quant aux choses qu'il apprécie, a dit Mélanie, sa famille, surtout. L'échange était une masterclass en conversation de contrôle, Mélanie naviguant sur les eaux dangereuses sans déclencher l'intervention de Victor dimanche matin, quelques heures avant le départ de Nathalie, Victor a reçu un appel urgent de Mitchell. Monsieur, nous avons une situation. Madame Reeves vient de recevoir un visiteur, Alexander Dinlevy. La prise de Victor se resserra sur son téléphone. Qu'est-ce qu'il viole ses conditions de caution? Oui, monsieur, et sur la base de leur conversation, cela semble délibéré. Il prépare quelque chose. Je suis en route. Victor a déjà dit en direction de la porte, Cox est-il prêt à intervenir? Quand il est arrivé au bâtiment de Mélanie, il a trouvé le détective Cox en attendant dans le hall. Ils sont toujours à l'étage. COX a rapporté sur la base de l'audio. Dinlevy essaie de convaincre sa fille que sa mère est obligée de rester loin de chez elle. A-t-il mentionné notre accord spécifiquement? Pas encore, mais il se rapproche. La mâchoire de Victor se serra. Arrêtez-le maintenant. Violation des conditions de mise en liberté sous caution. Et Madame Reeves, la laisse à moi. Ils ont emmené l'ascenseur au 5e étage, Cox par radio en radiotant ses officiers pour se positionner devant la porte de Mélanie. Ils pouvaient entendre des voix élevées. Votre père manipule tout. Alexander disait. Votre mère n'est pas partie par choix. De quoi parles-tu? La voix de Nathalie semblait confuse, alarmée. Il n'y a pas de tante malade. Mélanie a admis sa voix se briser. Votre père m'a forcé à partir après avoir découvert ma relation avec Alexandre. Victor hocha la tête à Cox, qui a signalé à ses officiers qu'ils éclatent par la porte. Arme dessinée, Alexander Dinlevy, Cox a annoncé officiellement, vous êtes en état d'arrestation pour violation des conditions de mise en liberté sous caution. La scène se figea dans tableau, Alexander debout à côté de Mélanie, Nathalie sur le canapé, son visage, un masque de choc. Alors que les policiers menottaient Alexandre, les yeux de Nathalie trouvaient son père dans l'embrasure de la porte. Papa, que se passe-t-il? Victor est entré dans l'appartement, son expression contrôlée, malgré le bâtiment de rage en lui. L'ami de votre mère, monsieur Dinlevy, n'est pas censé être ici. Il attend actuellement un procès pour fraude et espionnage d'entreprise. Nathalie se tourna vers Mélanie. Maman, de quoi parle-t-il? Avant que Mélanie ne puisse répondre, Victor a continué, j'espérais vous épargner cela, Nathalie, mais il semble que votre mère ait des priorités différentes. Pas, Mélanie, a plaidé Victor, s'il vous plaît? Il l'a ignoré. Votre mère vit à Chicago dans le cadre de notre procédure de divorce, sans prendre soin d'un parent malade. Elle a choisi de quitter notre famille pour monsieur Dinlevy, avec qui elle est impliquée depuis un certain temps. L'expression de Nathalie froissée, vous m'avez menti, vous deux. Je voulais te le dire. Mélanie a insisté,
atteignant sa fille. Mais les termes de notre accord d'accord? Nathalie interrompit, s'éloignant. Quel accord? Celui que votre mère a signé après avoir découvert sa liaison. Victor a expliqué cliniquement, ainsi que ses plans de s'enfuir avec des polices d'entreprise. Les termes étaient clairs, maintenir le récit établi ou faire face à des accusations criminelles. Ce n'est pas comme ça que je voulais que vous le découvriez. Dit Mélanie, des larmes coulant sur son visage. Comment vouliez-vous que je découvre que ma mère nous a abandonnés? Demanda Nathalie, sa voix s'élevant dans un texte. Un appel téléphonique en tant qu'officier a dirigé Alexander. Victor posa une main sur l'épaule de Nathalie. Remettons-nous à l'hôtel. Votre vol vers Boston part en quelques heures. Non, elle haussa les épaules de son contact. Je veux tout savoir maintenant pour la prochaine heure. Dans le salon clairsemé de Mélanie, la vérité s'est déroulée dans toute sa complexité laide. Victor a présenté des preuves sélectionnées de la trahison de Mélanie, messages textes, reçus hôteliers, transferts financiers. Il a soigneusement omis ses propres manipulations, se présentant comme la mauvaise partie qui avait essayé de protéger ses enfants contre les vérités douloureuses. Mélanie a tenté de contrer avec sa propre version, reconnaissant l'affaire mais mettant en évidence la nature contrôlante de Victor, la suffocation qu'elle avait ressentie dans leur mariage. Il a tout orchestré, a-t-elle insisté. Le timing, les preuves, toutes conçues pour des dommages maximaux. Parce que tu m'as donné parce que, répondit Victor uniformément. Tout ce qui s'est passé est le résultat direct de vos choix, Mélanie. Au moment où ils ont fini, Nathalie était assise rigidement entre ses parents, sa larme de visage s'est précipitée. Je veux rentrer chez moi, dit-elle enfin. Pas à l'hôtel, pas à Boston, qui abrite Sbury. Victor hocha la tête, je vais l'arranger. Sur le vol privé de retour au Massachusetts, Nathalie est restée silencieuse en regardant par la fenêtre. Victor a respecté son espace, en examinant les documents de travail jusqu'à ce qu'elle parle enfin. L'avez-vous déjà aimé? Il leva les yeux, considérant attentivement la question. Je croyais que je l'ai fait. Ce n'est pas une réponse. C'est le seul que j'ai. Il a répondu honnêtement, ta mère était tout ce que je pensais vouloir jusqu'à ce qu'elle ne l'était pas. Nathalie l'a étudié. Tu n'es même pas en colère, tu n'es pas vraiment? C'est comme si tu jouais les échecs tout le temps. Victor met ses papiers de côté. La colère est improductive. Je préfère la résolution. C'est ce que c'est? Résolution? C'est la justice, a-t-il corrigé. Les actions ont des conséquences. Votre mère a choisi son chemin, connaissant les risques. Nathalie secoua la tête. C'est une punition, papa. Ne prétendez pas que ce soit autre chose. Quand ils ont atterri, Nathalie a demandé à être emmenée directement chez Boyd plutôt que chez lui. J'ai besoin de voir Connor, a-t-elle expliqué. Il mérite d'entendre ça, pas d'étranger. Victor a accepté, respectant sa décision tout en reconnaissant ses implications. Le récit contrôlé qu'il avait maintenu était démêlé en quelques heures. Les deux enfants ne connaîtraient pas la vérité, ou du moins la version de la vérité qu'il avait permis d'émerger. Cette nuit-là, seul dans son étude, Victor a reçu un appel de Boyd. Les enfants restent avec nous ce soir, a déclaré son beau-frère sans préambule. Ils ont besoin d'espace pour traiter. Compréhensible, a répondu Victor. Combien Connor sait tout ce que Nathalie sait, a déclaré Boyd, ce que je soupçonne que ce n'est pas tout. Victor a ignoré l'implication. Dites-leur que je suis ici quand ils sont prêts à parler. Après avoir raccroché, il a appelé Mitchell. J'ai besoin de vous pour surveiller la maison de Boyd, tous les mouvements de communication. Vous attendez des problèmes, monsieur? Je m'assure contre eux. Victor a corrigé. Maintenant que les enfants connaissent une version de la vérité, Mélanie peut tenter un contact direct. À l'approche de minuit, Victor se tenait à sa fenêtre d'étude en réfléchissant à la chronologie accélérée. Le démantèlement contrôlé de la vie de Mélanie avait été perturbé, forçant les adaptations à sa stratégie. Pas idéal, mais gérable. Son téléphone a sonné avec un texte du détective Cox. A fait des allégations de paroles de prélèvement. Des preuves contre lui ont été plantées, demandant un accord pour une divulgation complète.
Victor sourit légèrement. Laissez-le parler. La trace des preuves avait été construite trop attentivement, corroborée trop soigneusement. Les accusations désespérées d'Alexandre n'apparaîtraient qu'à égoïstes. Un autre texte est arrivé, celui-ci d'un numéro qu'il n'a pas reconnu. Quand il l'ouvrit, son sang s'est refroidi. Je sais ce que vous avez fait à Frank Donovan Proof arrivant demain. Un ami, Frank Donovan, le nom de Victor avait enterré il y a une décennie. L'entrepreneur qui a disparu après avoir menacé d'exposer les coins a réduit les premiers projets de développement de Victor. L'homme dont la famille croyait toujours qu'il les avait abandonnés pour des pièces inconnues. Victor regarda le message, une sensation inconnue qui le traverse. Pas peur, exactement, mais la reconnaissance. Quelqu'un d'autre avait joué aux échecs tout au long du chapitre 8. Charte tectonique. Lundi matin, Victor avait identifié la source du texte mystérieux, un téléphone en brûleur acheté à Chicago 3 jours plus tôt. Le timing a suggéré l'implication de Melanie, mais la référence à Frank Donovan a indiqué des recherches plus approfondies. Quelqu'un avait creusé dans le passé de Victor, quelqu'un avec des ressources et de la motivation. Il est arrivé à son bureau plus tôt que d'habitude, demandant à son équipe de sécurité d'intensifier la surveillance sur Mélanie Alexander et Laurence Kessler. Chacun d'eux aurait pu orchestrer ce coup. Denise l'a accueilli avec son efficacité habituelle. « Monsieur Reeves, vous avez 9 heures avec les investisseurs de Burlington Street et confirmé. De plus, vous avez un colis qui est arrivé par courrier ce matin. » Victor a gelé. « Quel genre de package ? » Juste une grande enveloppe. Je l'ai placé sur votre bureau avec un courrier du matin. À l'intérieur de son bureau, Victor a examiné l'enveloppe de manille non marquée sans la toucher, taille standard, pas d'irrégularité visible. Après les gants naissants, il l'a soigneusement ouvert pour trouver un lecteur USB et une seule feuille de papier portant une phrase, « Le passé ne reste pas enterré ». Il a branché le lecteur dans un ordinateur portable isolé, conservé spécifiquement pour les risques de sécurité. Il contenait un seul fichier vidéo, des images de sécurité d'un chantier de construction daté du 17 septembre 2013, la nuit, Frank Donovan a disparu. Victor a regardé avec une tension croissante tandis que les images granuleuses l'ont montré rencontrer Donovan près d'une fondation excavée. Leur argument était inaudible mais clairement chauffé. Puis le moment accablant, Donovan se tournant pour partir, Victor attrapant son épaule, la lutte qui a fait passer Donovan en arrière dans la fosse de ligne en béton. Les images se sont terminées là-bas, montrant ni la descente paniquée de Victor dans la fosse ni sa découverte que Donovan lui avait cassé le cou à l'automne. Cela n'a pas montré la décision de Victor de cacher le corps dans la fondation avant que le béton ne soit versé le lendemain matin. Les preuves étaient à la fois convaincantes et incomplètes, suffisamment pour soulever de sérieuses questions, mais pas assez pour prouver le meurtre. Pourtant, même la suggestion serait dévastatrice pour tout ce que Victor avait construit. Il a immédiatement détruit le lecteur, l'écrasant avant de brûler les composants. La question est restée, qui possédait les images originales et que voulait-il ? Son téléphone a sonné. Nathalie, papa, pouvons-nous parler ? Connor et moi sommes prêts à rentrer à la maison. Bien sûr, il a répondu, en maintenant son sang-froid malgré la menace suspendue sur lui. J'enverrai une voiture tout de suite. En attendant ses enfants, Victor a lancé des protocoles de confinement. Il a appelé son chef de sécurité, autorisé des ressources illimitées pour identifier la source des images et a demandé à son équipe juridique de préparer des réponses aux accusations potentielles concernant la disparition de Donovan. À midi, Nathalie et Connor étaient assis en face de lui dans la salle familiale, leurs expressions reflétant différents aspects du même traumatisme, les yeux de Nathalie montrant la trahison, la colère de Connor. « Je veux entendre votre côté. » Nathalie a commencé toute la vérité. Victor a soigneusement choisi ses paroles. « Votre mère et moi avons des problèmes depuis un certain temps. Elle a trouvé du réconfort avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui l'a encouragé à prendre des mesures qui auraient nui à notre famille financièrement et légalement. Vous l'avez donc exilée, a déclaré Connor catégoriquement. Coupez-la de tout. J'ai protégé ce qui était le nôtre, a corrigé Victor, y compris votre avenir, en nous mentant. Nathalie a contré en vous protégeant. Il a insisté jusqu'à ce que je puisse trouver un moyen d'expliquer la situation sans détruire votre relation avec votre mère.
La mâchoire de Connor se resserra. Elle nous a abandonnés. Quelle relation y a-t-il à détruire? Elle ne vous a pas abandonné, dit Victor, se surprenant avec ce moment d'équité envers Mélanie. Elle a fait de mauvais choix concernant notre mariage, mais elle n'a jamais cessé de vous aimer. La concession a été calculée, une démonstration de la raison qui contrasterait avec toutes les accusations pourrait bientôt émerger contre lui. Je veux la voir, a annoncé Connor soudainement en personne, pas ces stupides appels téléphoniques surveillés. Victor hocha la tête, cela peut être organisé sans que vous contrôliez tout. Nathalie a ajouté, une véritable conversation, sans script ni surveillance. Cela a présenté des complications, mais le refus ne ferait qu'approfondir leurs soupçons. Je vais prendre les arrangements. Après que les enfants se soient retirés dans leur chambre, Victor a reçu un autre texte du numéro inconnu. Les images de Donovan sont simplement un échantillon. Se rencontrer pour discuter des termes, pire 14. Midnight, un piège évident, mais inévitable. Quel que soit le levier de cet adversaire inconnu, Victor devait l'évaluer directement. Il a passé l'après-midi à se préparer, à revoir les mesures de sécurité à son domicile, en s'assurant que les enfants resteraient en sécurité pendant son absence et organisant une sauvegarde discrète pour la réunion. À 18h, Mitchell a appelé avec les nouvelles. Nous avons retracé des communications récentes entre Madame Reeves et Laurence Kessler. Il a signalé plusieurs appels la semaine dernière, y compris une réunion hier. L'alliance avait un sens stratégique. Les deux ont été endommagés par les mineurs de Victor. Ensemble, ils pourraient avoir des ressources pour menacer son empire. Continuer à surveiller, Victor a demandé et placé une surveillance supplémentaire sur les propriétés de Kessler. À 23h30, Victor est arrivé près de Pier 14, demandant à son équipe de sécurité de maintenir la distance. Le front de mer industriel a été déserté, illuminé uniquement par des lampes de sécurité dispersées. Précisément à minuit, une silhouette a émergé des ombres à la fin de la jetée, une femme, son visage obscurci. Alors que Victor s'approchait avec prudence, la reconnaissance est apparue, pas Mélanie, pas l'une des associées de Kessler, Pamela Porter, la sœur soi-disant malade de Mélanie. « Bonjour, Victor, dit-elle, sa voix portant l'air froid. « Merci d'être venu, Pamela, a-t-il reconnu. Je suppose que la fiction de votre maladie était pratique à plusieurs fins. » Elle sourit à peu près. « Ma sœur avait besoin d'un alibi. J'avais besoin de temps pour rechercher vos vulnérabilités et maintenant vous croyez que vous en avez trouvé un. Pour ma sœur. » Pamela a répondu à l'accord de divorce réécrit à des conditions équitables, à la restauration complète de ses droits parentaux, aucune autre interférence dans sa vie, où les preuves vont aux autorités, tous. Harcèlement systématique de Mélanie depuis votre séparation, elle crée un récit convaincant. Vous avez été minutieux, Victor a reconnu avoir appris en vous regardant. Elle a contré comment vous avez démantelé la vie de ma sœur pièce par morceaux. La même attention méticuleuse aux détails, juste sans vos ressources. Et si j'accepte vos conditions, quelle garantie ai-je que ces preuves n'émergent pas plus tard? Pamela a retiré une enveloppe de son manteau, un contrat rédigé par mon avocat. Il établit une fiducie qui contient toutes les preuves à détruire lors de la réalisation des conditions spécifiées. Victor a pris l'enveloppe sans l'ouvrir. J'aurai besoin de temps pour revoir cette période 24 heures sur 24, a déclaré Pamela fermement. Après cela, tout va au procureur de district. Alors qu'ils se séparaient, Victor a ressenti une admiration à contre-cœur pour cet adversaire inattendu. Elle avait identifié sa vulnérabilité avec précision, pas son empire commercial ou même sa liberté, mais son héritage soigneusement cultivé. L'exposition publique de la mort de Frank Donovan entraverait irrémédiablement tout ce qu'il avait construit chez lui. Victor a examiné le contrat avec le calcul du froid. Les termes étaient simples, Mélanie recevrait 30% de leurs actifs conjugaux, des visites sans restriction avec les enfants et une autonomie complète dans sa vie professionnelle. En échange, toutes les preuves des transgressions passées de Victor seraient scellées en permanence. Il a appelé Mitchell. J'ai besoin d'informations complètes sur les mouvements de Pamela Porter au cours des 6 derniers mois, chaque réunion, chaque appel, chaque transaction financière. Considérons-nous son hostile? Demanda Mitchell. Extrêmement,
a confirmé Victor est plus dangereux que sa sœur n'a jamais été. Tout au long de la nuit, Victor a formulé des contre-mesures. À l'aube, il a développé une double stratégie, semblant négocier tout en sapant systématiquement la position de Pamela. Son premier appel a été à Boyd, « J'ai besoin de votre aide avec Pamela », a-t-il dit sans préambule. La sœur de ma femme, a demandé Boyd, la confusion évidente. Et elle? Elle s'est insérée dans la situation entre Mélanie et moi. J'ai besoin de comprendre ses vulnérabilités. Boyd hésita. Pamela a toujours été protectrice de Mélanie, même ses enfants. Ce n'est pas ce que je demande. Boyd a révélé à contre-cœur ce qu'il savait, histoire de la dépression de Pamela, son mariage tendu avec un commerçant de matières premières, sa fidélité féroce envers Mélanie qui a parfois bordé l'obsession. Enquête sur le passé de Victor. Pamela avait consulté Laurence Kessler depuis des semaines. Le rival commercial avait fourni à la fois un financement et des liens avec les anciens employés de la société de Victor, des employés connaissant la situation de Donovan. L'alliance a confirmé la suspicion de Victor. Ce n'était pas simplement une question de justice pour Mélanie. C'était une attaque coordonnée contre tout ce qu'il a construit. À 15 heures, Victor a contacté Pamela. « J'ai examiné votre proposition. Nous devons discuter des modifications. » Il n'y a pas de modification. Elle a répondu fermement, ce sont les termes. Ensuite, vous devez savoir que j'ai identifié vos collaborateurs, a répliqué Victor, y compris Laurence Kessler. Son implication transforme cela d'une matière familiale en espionnage d'entreprise. Une pause qui n'est pas pertinente pour notre accord. Au contraire, Victor a dit en douceur, c'est très pertinent pour ma réponse. Si Kessler est impliqué, il ne s'agit pas du bien-être de Mélanie, il s'agit de démanteler mon entreprise. Les termes restent inchangés. Pamela a insisté. Minuit ce soir, après avoir raccroché, Victor a accéléré ses contre-mesures. Il a demandé à son équipe juridique de déposer des requêtes préemptives concernant la calomnie potentielle et l'espionnage d'entreprise. Il a autorisé les protocoles de sécurité qui verrouilleraient immédiatement tous les serveurs de l'entreprise si les allégations devenaient publiques. Plus crucial, il a contacté 3 membres du conseil d'administration de la société de Kessler, révélant des preuves de l'implication de leur PDG dans le chantage potentiel et suggérant ce comportement imprudent justifier son examen de sa direction. Le soir, Victor a été confirmé que Kessler avait été appelé à une réunion du conseil d'urgence. La pression commençait à fracturer l'alliance contre lui. À 13 000 heures, avec 2 heures restantes avant la date limite de Pamela, Victor a reçu un visiteur inattendu, Alexander Dunlevy, « Votre sécurité, laissez-moi passer », a expliqué l'artiste, debout inconfortablement dans le foyer de Victor. Je leur ai dit que c'était urgent. En effet, Victor l'a étudié froidement. Qu'est-ce qui pourrait être urgent entre nous, Pamela Porter ? Alexander a simplement dit, elle est instable, cette vendetta contre vous. Il est allé au-delà d'aider Mélanie. L'intérêt de Victor s'est affûté, explique. Elle ne recueille pas seulement des preuves, elle la fabrique, faisant pression sur les anciens employés à corroborer des histoires qui ne sont pas entièrement vraies, modifiant des images de surveillance. Pourquoi tu me dis ça ? Demanda Victor, soupçon évident. Alexander détourna le regard parce que je me soucie toujours de Mélanie et du chemin qu'emprunte Pamela. Cela ne se termine bien pour personne, y compris pour vous, a noté Victor. Si des preuves falsifiées sont présentées aux autorités, votre témoignage est compromis. Il y a ça aussi, a admis Alexander. J'ai fait suffisamment d'erreurs. Qu'est-ce que Pamela a modifié exactement ? Les images de Donovan. L'original montrait clairement la chute comme un accident. Bien sûr, dit sèchement Victor. Laissez-moi plaider pour le compte de fraude minimale et recommencer ailleurs. La demande était raisonnable compte tenu de la valeur des informations. Accepté. Après le départ d'Alexandre, Victor a appelé son équipe de sécurité immédiatement. Si elle tente de contacter un média ou un intercepteur des forces de l'ordre, à 23h30, Victor a reçu la preuve. Il avait besoin d'images du téléphone d'Alexandre montrant Pamela ordonnant à un technicien vidéo de modifier la vidéo de surveillance de Donovan, demandant spécifiquement que les gestes de Victor soient plus agressifs.
Victor a immédiatement appelé le détective Cox pour obtenir des preuves de falsification. Cela constitue une tentative de chantage et de falsification de preuves, a-t-il expliqué. Je veux qu'elle soit arrêtée ce soir. Sur ta seule parole. Cox a demandé, avec hésitation, sur les preuves que j'ai fournies. Victor corrigea, et il y a d'autres documents financiers montrant des paiements à d'anciens employés pour faux témoignages. Complot avec Laurence Kessler pour nuire à mon entreprise par le biais de réclamations frauduleuses. Coxside, j'aurai besoin de plus que des allégations, monsieur Reeves. Vous les aurez dans l'heure promise par Victor, à minuit. Au lieu de rencontrer Pamela comme prévu, Victor a observé depuis son centre de sécurité à domicile les policiers s'approcher de sa chambre d'hôtel. L'expression de son visage lorsqu'ils la menottèrent, le choc se transformant en rage, confirma ce que Victor soupçonnait. Elle l'avait sous-estimé, tout comme Mélanie. Au matin, la situation s'était complètement transformée. Pamela faisait face à de graves accusations de preuves, de falsification et de tentatives d'extorsion. Laurence Kessler avait été suspendue par son conseil d'administration dans l'attente d'une enquête. Alexandre avait fourni une déclaration complète détaillant le complot contre Victor. Surtout, Mélanie avait appelé directement Victor, la voix creuse par la défaite. Que as-tu fait à ma sœur? J'ai répondu de manière appropriée aux actions criminelles, a-t-il répondu d'une manière égale, tout comme je.